Souvent, les voyages lointains font peur. Il faut bien reconnaître que beaucoup d'entre nous hésitent à prendre l'avion car s'éloigner de la famille, ce n'est pas toujours facile. Alors, je vous donne peut-être une idée. Vous pouvez en effet vous éloigner de vos bases sans pour autant quitter la famille. Allez au Québec, rendez visite à nos cousins, ils vous attendent les bras ouverts. Partez l'été si vous le voulez, l'hiver ce n'est pas mal non plus, mais n'oubliez pas de vous couvrir. Nous sommes à Québec, au Québec, sur une rive du fleuve Saint-Laurent qui charrie en ce mois de janvier d'énormes glaçons. Il n'est pas encore complètement figé, mais cela n'est plus qu'une question de jour. C'est également une porte largement ouverte sur une fabuleuse région, Charlevoix, dans laquelle nous visiterons un parc, le parc des Grands Jardins, situé seulement à 35 km au nord de Baie-Saint-Paul et à 120 km de Québec. Moi, je vais faire, là, je vais leur donner à manger, là. C'est surtout de l'eau, avec un petit peu de farine d'œuf, un petit peu de vitamines, un petit peu de levure de bière, tu sais. C'est juste pour leur donner à boire, tu sais. Si tu leur donnes de l'eau plate, là, ça boit pas, ces chiens-là. Ils vont regarder ça, ils comprennent pas. De l'eau plate, ils en veulent pas, tu sais. Ça prend quelque chose qui est... Ouais, ça prend quelque chose qui les incite à boire. C'est toi, quelqu'un qui boit. Hein? Ah oui, c'est Les trails qui vont avoir du plaisir à faire. Il faut toujours que, pour eux autres, les petits, il faut que ce soit vraiment plaisant. Ils sont pas encore à l'âge de comprendre c'est quoi du travail. Il faut que ça reste un jeu. T'sais. Puis la journée, ben, des fois, Gisèle, elle prend une marche. Puis, elle lâche les bébés. T'sais. Il y en a 7, puis on s'en va se promener dans le bois avec les bébés. Puis on prend un chien adulte qui écoute bien. T'sais. Puis là, le chien adulte, ben, ça sert de professeur. Voilà. Si tu prends un chien adulte qui écoute mal, tes chiots, ils vont mal écouter. Si tu prends un chien adulte qui écoute bien, tes chiots, ils vont copier le modèle, puis ils vont travailler ou ils vont bien écouter comme le chien adulte. Eux autres, ils ont besoin d'un modèle quand ils sont petits comme ça. Et si le modèle n'est pas bon, les chiens ne sont pas bons non plus. C'est important de le tenir comme il faut parce qu'il y en a qui bougent beaucoup, là. Ils sont tellement énervés, là. Là, il va être prêt. Tout à l'heure, on va le détacher, puis il va aller au camion tout seul. Il y a de l'animation. Je ne vous présente plus André et Gisèle. Charles est dans le coin, je ne le vois pas, mais il nous rejoindra tout à l'heure. Voici le programme de la journée. Nous allons nous rendre dans la cabane d'André, j'ai failli dire d'ailleurs la cabane au Canada, et en chemin, nous arrêterons voir la cabane des castors. Pour l'instant, je continue à harnacher les chiens. Uno, Uno, allez. Attends, gros type. Filme-le bien, celui-là. Type, et c'est là. Reste. Tiens. Reste. OK. OK. Ah ouais, avec Titus, tu le connais. Ben oui, même si on est au Québec, au mois de janvier, il y a plus de nuit. Il fait à peu près moins à 3, là. Au mois de janvier, on travaille pas de gants. Pas si froid que ça. Il faut être confortable pour faire du traîneau à chien. Puis si vous avez des questions là, sur les chiens, sur le parcours, sur le dénivelé, n'hésitez pas. Là. Moi, je suis là pour vous renseigner, puis je vais essayer de le faire le mieux possible. Ça fait qu'il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, posez-les, n'hésitez pas. Puis je vous souhaite une bonne journée à tous. Puis j'espère qu'on va avoir bien du fun. Espérons.
qu'on attelle 2 par 2 comme ça, pour suivre les pistes là, qui sont étroites. Puis, et voilà. Allez, ok. Oh, Mini, doucement, doucement. C'est bien. Bien. Nous faisons un petit arrêt pour nous reposer. Les chiens ne sont pas de cet avis, ils nous donnent le signal du départ. Pratiquer le traîneau à chien, c'est pratiquer un sport, parce que là, vraiment, j'ai très chaud. Oui, c'est certain que pratiquer le traîneau à chien, c'est un sport. C'est un sport qu'on pratique en aidant les chiens, en participant, en poussant, en les stimulant. Arrivé en haut d'une côte, on est en sueur. C'est pas un tour de manège où c'est qu'on est assis dans un traîneau. Là. Il faut participer, il faut les aider. C'est un sport au complet. Descendre une grande côte à la course, puis arriver de l'autre côté, ben, tu seras plus capable de remonter. Tu vas remonter la côte à genoux. Ça fait que faut les descendre, il faut les ralentir un petit peu. Pour les chiens de traîneau, en général, c'est pas vraiment une température idéale. C'est certain qu'à moins 20, moins 25, ils auraient plus d'agrément et plus de force pour tirer les traîneaux. Ils s'essouffleraient pas. T'sais. Mais pratiquement, les hommes ont toujours aussi chaud. Ah oui, qu'il fasse moins 25 ou moins 30, si tu pousses en arrière du traîneau, tu n'auras pas froid, Michel. Nous nous déplaçons sur de l'eau gelée. Nous sommes sur un lac. La preuve, cette hutte de castor dans mon dos, on voit simplement quelques piquets qu'ils ont taillés dans des trembles qui sortent de la neige. Ils mènent en ce moment une vie ralentie et se nourrissent des réserves qu'ils ont faites pendant l'été, des réserves d'écorce de trembles. Nous allons rejoindre une autre cabane, celle-là un petit peu plus haut, la cabane d'André. Mini, ok, allez, ok. Tous les trembles couchés ont été coupés par les castors. Regardez le travail. Celui-ci n'a pas été terminé. Leurs dents exercent une pression de 500 kg par centimètre carré, ce qui permet aux castors de couper des arbres encore plus gros que celui-ci. Ils s'attaquent aux trembles parce que, comme je vous le disais, ils se nourrissent de leur écorce. C'est un arbre au bois très très tendre, que l'on rencontre évidemment dans les zones humides. On l'appelle tremble parce que ses feuilles sont accrochées à un pédoncule, à une tige assez longue, ce qui fait que le moindre souffle de vent les fait trembler. Il est utilisé aussi aujourd'hui au Canada dans l'industrie du papier. Je suis sur le toit de la hutte. Alors vous voyez les bâtons qui sortent. Dessous, il y a des branches. Alors je viens de faire un grand trou. En fait, il y a de l'aération et la respiration des castors fait fondre la neige. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sous la glace, ils se baladent parce qu'ils cherchent leur nourriture. Ils ont pris soin de prendre des branches à l'automne, des branches évidemment de tremble, de les planter dans le fond du lac. La glace recouvre la surface de l'eau, bien sûr, mais le castor peut se balader là-dessous et il va se nourrir. Alors, ne croyez surtout pas qu'il passe l'hiver à dormir, il passe aussi l'hiver à chercher sa nourriture. Nous venons de nous reposer
les chiens aussi. Nous avons pris une petite collation. Et maintenant, avec Charles, on va faire quelques pas dans la forêt pour essayer de comprendre justement de quelle forêt il s'agit. Alors, on voit cette forêt a déjà passé au feu il y a une soixantaine d'années. Par la suite, il y a eu une coupe forestière assez intense ici, parce qu'autrefois, on s'imaginait que ces territoires-là étaient inépuisables, que la forêt pouvait toujours repousser. On voit le genre de forêt qui repousse ici. Essentiellement, c'est des essences de lumière qui repoussent après une coupe forestière. Donc, on a du tremble, on a du bouleau, on a parfois du cerisier, quelques petits érables. Puis on voit qu'en sous-espèce, il y a le sapinage, le résineux qui émerge tranquillement. On sait que le résineux, particulièrement le sapin, a besoin d'un couvert forestier comme le tremble, justement. Donc, ça représente assez bien ce type d'écosystème-là qu'on peut rencontrer. Nous allons maintenant rebrousser chemin et nous allons aller pratiquer la fameuse pêche blanche. Et je suis presque certain que seuls les habitants d'un petit village, Lafray, près du lac du même nom, dans la région grenobloise, savent certainement de quoi je parle. Les chiens, ça n'a pas de rancune. C'est ça que j'ai beaucoup appris avec mes chiens, parce que des fois, c'est dur, les chiens. Hein? Ils ont des contraintes, des chicanes. Il y a des batailles, puis des fois, il faut séparer. Il faut être dur avec les chiens. Hein? Je dis pas de les blesser, tout ça, mais il faut les tasser, il faut les pousser. Puis... Mais ou si je les chicane, ça leur fait de la peine, ça paraît, ils me connaissent, mais c'est fini après. Je retourne les voir, puis l'amitié est toujours là. Ils m'ont montré ça. Ça me touche, ça m'a touché, ça m'a appris... des choses bien humaines. C'est drôle, ça vient des animaux, mais ça m'a appris à être beaucoup plus humaine, à vivre avec eux autres. C'est une des belles choses qui m'ont apporté, mes chiens. Un vrai professionnel. Le sport. Un ver de terre. Oui, monsieur. Le pauvre. Non, non, non. Il est non? venu au monde pour cette cause-là. Oh, sûrement. Quand il rencontre la truite, c'est par hasard. Hein. Quand il rencontre la truite. Et si vous lui mettiez $1 à la place du verre, elle pourrait acheter ce qu'elle veut. Ça ne marcherait pas, non? Vous savez, au Québec, pour $1, on n'achète pas grand-chose. Voilà. Voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Ou le chanter une chanson. Oui, Ah, ça marche, ouais, voyez? des fois, ça marche. Ici, au Québec, il y a des étendues de territoire très, très vastes qui appartiennent au gouvernement, qui appartiennent à la société. Pour que ces territoires-là rapportent à la société, pour que la gestion soit bien faite, on achète des baux, un bail de 10 ans. Puis on est responsable de la gestion et de la faune et de la flore, des aménagements routiers, des infrastructures immobilières. Donc ici, sur le territoire, un territoire d'environ 850 hectares, on possède des lacs, 6 lacs qui peuvent varier de 15 à 45 hectares de surface. On reçoit ici 45 personnes par jour, des forfaits de 3 ou 4 jours le printemps, pour la pêche à la truite. On a aussi des observations, où les ornithologues vont venir pour faire de l'observation d'oiseaux. On va faire du vélo de montagne. Donc, on tente de donner un service de la personne qui va vouloir venir pêcher à la famille qui va vouloir s'amuser. On a aussi des forfaits d'observation de gros gibier parce qu'on a aussi à gérer le gibier. Donc, on possède ici une très bonne réserve d'ours noirs. On possède de l'orignal dans le gros gibier, puis une quantité infinie de petits gibiers. Rassurez-vous, nous ne sommes pas dangereux pour les truites. Et puisque la nuit tombe, ainsi que la température, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle balade dans un autre site, mais toujours dans Charlevoix. Nous faisons une petite pause à l'entrée du parc des Grands Jardins. C'est l'occasion de vous parler du sapin, que l'on reconnaît facilement parce que de loin il ressemble à une pointe de flèche. Il se dresse comme un i, il peut mesurer jusqu'à 20 mètres de haut et le dessus de ses feuilles est vert foncé alors que le dessous est pâle, blanchâtre. Ses feuilles sont rondes, elles sont plates également. Son bois
est utilisé dans l'industrie du papier, mais lorsque l'on regarde de très très près, on aperçoit des vésicules, et dans ces vésicules, il y a de la résine. Et les hommes utilisent cette résine depuis très longtemps. Alors pour l'extraire, c'est pas compliqué, il faut avoir un piquoir, je suis donc un piqueur. On perce la vésicule, on appuie avec les doigts, et voilà, la résine s'échappe. Cette résine est donc encore aujourd'hui utilisée en pharmacie. On en tire des cicatrisants, on en tire des fortifiants et on fabrique avec des bonbons bien agréables à sucer lorsqu'on a la gorge irritée. Nous allons maintenant poursuivre notre chemin et vous verrez que plus haut, le sapin abandonne le terrain à l'épinette noire. Moyen de transport. Celui-là est beaucoup plus écologique. Sous le casque, c'est Mario. Bonjour. Mario est un spécialiste du skidoo, mais c'est aussi un spécialiste de la raquette. D'ailleurs, il va nous en parler. Ça, c'est une raquette de trappeur qui sert à fonctionner dans la neige. C'est un moyen de transport qui est utile, très écologique et silencieux. Le bois dont on sert pour fabriquer ces raquettes-là, c'est du bois de frêne. C'est un bois qui est très résistant puis qui est facilement malléable dans l'eau parce qu'il faut le faire tremper dans l'eau pour lui donner sa forme. Le tressage qu'on a ici à l'intérieur de la raquette, c'est... nous, ici, on appelle ça de la babiche. La babiche, c'est des lanières de peau. Maintenant, c'est de la peau de vache. Anciennement, les Indiens, eux, se servaient de la peau d'orignal qu'on découpe en fines lanières, qu'on fait tremper dans une solution et qu'on tresse à l'intérieur de la raquette pour être capable d'avoir un bon appui dans la neige. Il y a des tressages serrés, il y a des tressages moins serrés, dépendant de la densité de la neige. Un bois de caribou. Ah oui, dis donc. Ouais, c'en est bon. On dirait une main. Oui, c'est très, très beau. Alors, ça commence à pousser au début juin. Et lorsque c'est en croissance, durant l'été, c'est recouvert d'une peau qu'on appelle du velours. Et cette peau-là est irriguée d'innombrables vaisseaux sanguins. C'est ce qui permet au bois de croître très, très rapidement et d'atteindre cette taille-là en 4 à 5 mois. Et les vaisseaux sanguins laissent une trace. Exactement, oui. Trace de vaisseaux sanguins. Donc, lorsque le début septembre arrive, la circulation sanguine s'arrête au niveau du point d'attache avec le crâne. La peau s'assèche. Et là, tranquillement, les lambeaux de peau se détachent du bois. Les animaux se frottent après les arbres pour s'en débarrasser. Et on voit ce que ça donne. Alors, c'est une grosseur moyenne de bois de caribou. C'est très lourd. Ce n'est pas de la corne, ce n'est pas creux, c'est de l'os. C'est une excroissance du crâne. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les caribous ont été réintroduits ici dans le parc des Grands Jardins, malgré la présence de leur prédateur naturel, le loup. Et puis quand on les observe, quand on les regarde vivre, eh bien, on se rend compte que c'est une opération presque réussie, puisque apparemment, ils se portent très très bien. Nous sommes à 850 mètres d'altitude, dans la forêt ouverte. C'est en fait une zone peuplée essentiellement d'épinettes, l'épinette noire qu'on appelle aussi épinette de savane, et qui ressemble étrangement à l'épicéa que nous avons, nous, utilisé comme arbre de Noël. Alors c'est ça, on est dans un secteur de taïga, c'est une forêt donc ouverte d'épinette noire. Et l'épinette noire, c'est cet arbre-là qu'on voit ici. Ça, c'est une marcotte, justement. On en voit une autre ici. Alors, l'épinette noire se produit par marcottage. Et l'épinette noire, par rapport au sapin baumier, si on veut bien le distinguer, c'est par des aiguilles surtout. Donc, les aiguilles font le tour du rameau, les feuilles en forme d'aiguilles. Tandis que chez le sapin, les feuilles sont distribuées, les aiguilles, sur le même plan. Et l'aiguille de l'épinette noire a 4 côtés, donc elle roule facilement entre les 2 doigts. Parce que le sapin, l'aiguille est plate. Le marcottage, c'est la reproduction des arbres par leurs branches. Alors ici, on est dans une forêt donc ouverte, une forêt clairsemée. Le soleil pénètre jusqu'au pied de l'arbre. Et les branches du bas de l'arbre demeurent vivantes. Tandis que dans une forêt dense, les branches du bas meurent, il n'y a pas assez de lumière jusqu'au pied de l'arbre. Et celles du bas de l'arbre atteignent le sol et il y a des bourgeons spécialisés qui donnent des racines. Donc ça donne de nouveaux arbres qu'on appelle des marcottes. Alors, c'est pour ça qu'on va voir dans la taïga, dans la forêt ouverte,
des bouquets d'épinetoirs où il y a un arbre central entouré de petits arbres. C'est dû au marcotage. Ici, il y a un lichen crustacé. Il y a un lichen qui est vraiment incrusté à la surface de la pierre. Mais des lichens, il y en a aussi beaucoup dans les arbres, des lichens arboricoles. Mais le principal lichen qu'on va retrouver ici, les principales espèces poussent sur le sol. C'est une des caractéristiques de la taïga. Alors, littéralement, dans la forêt clairsemée qu'on a ici, il y a un tapis végétal de lichen. On va en faire la preuve, on va faire un trou, comme font les caribous d'ailleurs durant l'hiver, puisque le lichen, c'est leur nourriture principale. Le lichen est quelque chose d'extraordinaire. C'est le résultat du mariage entre une algue et un champignon. C'est le champignon qui abrite l'algue. Mais qui apporte quoi? L'algue apporte, grâce à la photosynthèse, le sucre. Le champignon apporte l'eau et les sels minéraux. Et curieusement, cette union donne quelque chose de très résistant au très sec, au très chaud, mais aussi au très froid. Et comme le lichen est particulièrement sensible à la pollution atmosphérique, je peux vous certifier qu'ici l'air est très pur. C'est à partir de Trois-Rivières, fondée le 4 juillet 1634 par le sieur de la Violette, que je vous emmène randonner dans le bois. Nous partons à l'aventure, nous partons nous perdre, nous partons apprendre à vivre autrement, sans pour autant quitter la civilisation, car nous serons accueillis et guidés par la nation Atikamekw. Cependant, quand je vois ce bois coupé, tiré de la forêt par millions de grumes pour fabriquer de la pâte à papier, je suis inquiet. Qu'allons-nous trouver ? Cette fois, nous avons atteint le point le plus au nord de notre balade. Il fait moins 25 degrés ce matin et la nation amérindienne Atikamekw qui nous accueille considère que la température est douce. Nous sommes ici à Candédis. Cette nuit, nous sommes arrivés environ vers 23 h et pour voyager, nous avons utilisé des motoneiges et emprunté la surface gelée d'un grand lac. Pour l'heure, je vous propose, après un bon petit déjeuner, d'aller faire un bout de chemin en forêt avec nos amis amérindiens. Nous ne marchons pas sur une plaine, mais sur un plan d'eau gelé. Ça s'appelle comment? Le Béméda. Et ça rejoint le lac Kem. Et il y en a quelle épaisseur en ce moment, là, sous nos pieds? Il est de 90 cm. Alors ça commence à fondre à partir de quelle époque? À partir d'avril, début avril, puis ça finit de fondre vers le mi-mai. Mais là, la température a encore chuté. On est parti ce matin, il faisait combien? Moins 25 à peu près? Moins 25, oui. Le vent s'est levé, il fait combien là? Moins 30. Et tu n'as pas froid aux oreilles? Non. C'est très bien comme ça.
La terre est ronde. Tout autour d'elle s'entortillent des chemins. Ils se rejoignent donc. Il n'y a plus de début. Il n'y a plus de fin. Sur le bord de ces chemins et sur ces chemins, il y a des gens. Pour les Amérindiens, les gens, c'est le vent, le nuage, les arbres, l'eau, le feu, les animaux et les hommes. Dans leur conte, la nature est sans arrêt une référence. Un jour, la race blanche, qui est votre nation, il a dit, moi je voudrais aller sur la terre. Puis le créateur lui a dit, qu'est-ce que tu vas faire sur la terre? Qu'est-ce que tu vas faire comme mission? Il dit, moi, en tant que la race blanche, je vais m'occuper du feu pour pas que le monde s'amuse avec. Puis la race jaune a voulu aussi venir sur la terre. Puis le créateur lui a demandé, qu'est-ce que tu vas faire, toi, sur la terre? Il dit, je vais m'occuper de l'air, parce que tu sois toujours bon à respirer. Puis la race noire aussi, elle dit, moi aussi, je vais descendre sur la terre. Mais il lui a demandé, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, moi, je vais m'occuper de l'eau, c'est toujours bon à boire. Puis il y avait la race rouge, qui est ma nation. Lui dit, moi, je veux pas aller sur la terre. Je viens rester avec toi, Créateur. Je suis bien avec toi. Le Créateur, il dit, tu ne veux tout de même pas laisser tes frères tout seul aller sur la terre. Il faut que tu ailles l'hiver. Puis il ne décidait pas. D'un coup, il a fini par décider. Puis le Créateur lui demande, qu'est-ce que tu vas faire sur la terre? Moi, ce que je vais faire, je vais m'occuper de la terre-mère. Notre terre. Pour que le monde puisse avoir du respect. Nous sommes franchement dans la zone des résineux composés d'épinettes, des épinettes noires, des épinettes blanches aussi. Ce sont les plus grandes. Elles habitent en plus souvent le haut des montagnes, sur les collines, parce qu'on les appelle ici des gardiens. C'est pour cette raison évidemment. Il y a également des pins blancs et des pins gris. Et si vous cherchez des feuillus, eh bien vous ne trouverez pratiquement que des bouleaux, qui sont des arbres de lumière, qui sortent de la forêt, qui s'installent à la lisière sur le bord des lacs. Voilà la plus grande, l'épinette blanche. Elle peut atteindre 30 mètres de haut. Ses branches sont plongeantes, elles sont arrondies. Son écorce forme des écailles, elle est grisâtre. Son bois donne une excellente pâte à papier. C'est un bois d'œuvre, on s'en sert en construction. On fabrique avec des instruments de musique, du contreplaqué, c'est un bois de plaquage. Bref, on l'utilise pratiquement de la même façon que le pin blanc. Nous, on l'utilise pour faire des plantes médicinales. On prend les écailles d'écorce là, ici. Là. On le gratte avec soit une hache ou un petit couteau. Là. Puis on prend un panier, on le gratte, après ça va chercher de l'eau, puis on le trempe dans l'eau, on le fait bouillir. Avec cette potion, on peut tremper un bébé pour que ses os soient renforcés, pour qu'il puisse marcher plus vite, et même donner à boire aux chiens là, quand ils ont des... c'est comme une sorte de vermifuge. C'est une potion magique? Oui. Ben voilà une petite station de pin gris. À quoi vous vous en servez? On prend les racines là, du pin gris. On les trempe dans l'eau. C'est des petites racines qu'on prend, c'est pas des grosses racines, c'est des petites. On les trempe dans l'eau, après ça on les divise en deux pour servir à coudre des paniers d'écorce ou un canot. Des canots en écorce de bouleau? Oui. Le bouleau, c'est pas ce qui manque. On va en reparler.
Voilà un bouleau blanc. On l'appelle aussi bouleau à papier. Et il porte bien son nom puisqu'on en fait de la pâte. On en fait des meubles aussi, on en fait des cercueils. Nous, on s'en sert l'écorce de bouleau pour faire envelopper les morts. Mais c'est pas des petits bouleaux comme ça prend des bouleaux qui sont grands, des troncs de 30 cm. Il faut aussi des grands bouleaux pour tirer les bandes qui servent à faire les canoës. C'est bien cela, oui. Celui-là, on le laisse grandir alors. Oui, celle-là, on le laisse grandir. Un des grands-pères se lève, puis il dit, je voudrais me changer pour nos petits-fils, dans le futur, dans l'avenir. Mais te changer en quoi? Je voudrais me changer en boulot. Mais comment est-ce que tu vas être? Je vais avoir des boulots, puis je vais avoir des feuilles. Par ces feuilles, avec le vent, ça va faire du bruit. Puis quand nos petits-fils seront fatigués, ils vont se mettre en dessous de l'arbre. Puis quand tu vas l'attendre, ça va les reposer. Ça va les soigner s'ils sont malades. Même s'il n'y a pas de vent, ils vont l'attendre quand même. Puis ils vont quand même le soigner. Puis l'écorce, ils vont s'en servir pour faire des outils. Un panier, un canot pour aller sur le lac. Ils en font jusqu'à 12 mètres, des canoës comme ça. Et je vois ici très médicinal. Ils vont prendre l'écorce, ils vont le mettre en poudre pour des blessures, ils vont pas vous mettre dedans. Tu vas s'en servir ça. C'est très bien, tu vas pouvoir te changer comme ça. Puis là, ici, changer. C'est nos grands-pères, les arbres. C'est pour ça aujourd'hui qu'on s'en sert. On fait des paniers, des canons. Alors voilà ce fameux canoë en écorce de bouleau. Comment est-ce que vous obtenez ces dessins? Bon, l'écorce est un peu plus foncée. Et là, on fait des motifs avec ça. Après ça, on gratte celle qui est foncée. Oui. Et ça donne des beaux dessins comme ça. D'accord, donc vous séparez les couches, quoi, en quelque sorte, Oui, c'est bien ça. et les couleurs. Ah oui, c'est très... Mais la partie claire, c'est la partie qui se trouve dessus ou dessous? La partie blanche, c'est dessus. Et la partie foncée, c'est dessous. C'est quoi ce cornet en écorce de bouleau? Ce cornet, ça sert à appeler un orignal, soit une femelle ou un mâle. Et le cri de l'orignal, c'est comme ça. Oh. Celle de la femelle est plus longue, est plus prononcée. Oh. Là, ils sont l'un vers l'autre. Oui, Mais quand le mâle veut attirer une femelle qui se trouve très très loin, il crie plus fort. oui, comme ça. Je vous propose maintenant d'aller nous restaurer. Nous allons reconstituer nos calories en mangeant et en buvant du thé chaud. Mais nous sommes déjà devancés par un oiseau un peu plus gros qu'un merle. On l'appelle le jet gris du Canada. Il ressemble à une mésange géante avec une calotte partiellement noire et un front blanc. C'est un oiseau hardi qui n'est pas timide. Il s'approche des hommes, il picore autour des maisons, il visite les poubelles, il visite même les sacs à dos. Alors attention de ne pas le laisser ouvert.
il est imité par un petit mammifère, un petit écureuil qu'on appelle l'écureuil roux, qui lui entre dans la maison, il s'installe sur la table, il vient manger les restes de pain et de gâteau. L'été et l'automne, il mange même un champignon mortel pour l'homme. Lui, ça ne lui fait rien. Alors, observez-le, il n'est pas timide, vous pouvez le photographier. Soyez patient néanmoins. Les Atikamekw, comme la plupart des Amérindiens, chassent pour se nourrir, pour se vêtir, pour vivre tout simplement. Ils prélèvent sur leur milieu, mais ils le font avec parcimonie, et cela pour deux raisons. D'abord, parce qu'il n'est pas question qu'ils mettent en péril, qu'ils mettent en déséquilibre leur environnement naturel, c'est leur survie. Mais aussi, et surtout, je dirais presque, tout simplement parce que dans leur culture, ils sont très respectueux de la vie. Les animaux étaient tellement respectés que tous leurs ossements qui pouvaient servir à faire des outils, ils prenaient. Tous les autres ossements, ils mettaient au-dessus des arbres pour pas que la bête même le voie de son semblable. Puis ils le mettaient là. Le castor, c'est un animal important. Oui, c'est un animal qui est très important. C'est celui qui mène la vie. C'est lui qui purifie l'eau dans les rivières. C'est lui qui amène des poissons de plus en plus haut pour qu'ils n'aillent. Surtout les truites, ils vont toujours là. Puis tout animal que tu manges dans la forêt, c'est très médicinal. Parce que déjà, lui, en consomme beaucoup. Quand tu manges la bête, quand tu manges la viande, tu consommes déjà la médecine. La même chose pour l'orignal. Aujourd'hui, on s'en sert beaucoup des médecines. Nous avons quitté Candédis pour en retrouver un autre. En fait, il s'agit de la pourvoirie du lac Kem. Nous avons quitté des amis Atikamekw pour en retrouver d'autres. Nous allons d'ailleurs, avec eux, faire encore une fois un bout de chemin. Nous allons partir ensemble, faire des traces sur des traces. Oh, tu vois, ça, c'est des traces de renard. Et à quoi est-ce qu'on les reconnaît précisément? Parce qu'il enjambe des pas par pas, là. Puis, il laisse traîner un peu les pattes derrière, ce qui fait oui. que ça fait un sillon. Oui. Mais le renard, vous ne le mangez pas? Non, on s'en sert pour la fourrure, pour faire des manteaux, des chapeaux, là, des gants, une telle. On dit trace impact parce que la martre arrive les quatre pattes en même temps sur le sol. Elle fait des trous. Oui. Alors que le renard, c'est une trace coulée. Parce que lorsqu'on regarde ses empreintes, ça ressemble plutôt finalement à un trait. Oui, une traînée. Il laisse une traînée derrière. Mais qu'on ne s'y trompe pas parce que les traces, c'est pas seulement les empreintes, c'est aussi des crottes, c'est aussi des traces d'urine,
c'est aussi des poils accrochés aux écorces. Bref, tout un tas d'indices et les animaux se trahissent, comme le lièvre qui sort de son gîte, par exemple un tronc d'arbre sous lequel il s'est caché pour la nuit. Il a laissé des traces lorsqu'il en est sorti, il s'est arrêté, il a posé quelques crottes, il a tassé la neige avec son ventre, il a mangé quelques bourgeons de bouleau et puis il est reparti. Et derrière lui, il a laissé des traces. Pour se déplacer dans un paysage aussi énorme que celui-ci, dans lequel les distances ne sont plus du tout à l'échelle du randonneur moyen, pour allier un lieu de pêche, rien de tel que le skidoo. Qu'est-ce qu'il y avait comme poisson dans le filet? Il y avait du brochet et de la carpe. Mais des fois, on pointe du doré, de la truite grise. Mais ça ne fait pas le cas aujourd'hui. À quelle période il y a plus de poissons dans le filet? C'est pas l'hiver, si? C'est le printemps. Le printemps, il y a plus de poissons dans le filet. Vous venez tous les jours? Quasiment tous les jours. C'est tout dépendant de la température. Dominique, avec tous ces camions de bois qui traversent le territoire de la nation Atikamekw, on a le droit de se demander si la forêt est menacée. Oui. Pour pallier à ce problème, les Atikamekw ont développé une base de données géoréférencée regroupant les milieux de vie et les habitats fauniques de leur territoire. Et ces données géoréférencées, intégrées dans un système d'information géographique, superposées à des images satellites Landsat, permettent de mieux délimiter des zones qui seraient potentiellement favorables à la coupe forestière et délimiter les zones où les coupes endommagent le territoire, comme pour les aires d'hivernement d'orignaux et autres zones du gibier. Nous sommes les témoins d'un discours optimiste et en même temps chargé d'espoir. Il nous est permis de penser que demain et après-demain, la nation Atikamekw pourra continuer à vivre en équilibre avec sa forêt et nous accueillir pour notre plus grand plaisir et pour randonner. Ces images donnent le ton de notre balade.
Le petit port de la grande entrée est pris par la glace. Tout semble figé, pétrifié par un esprit malin qui agit sur le vent et sur la température. L'archipel de la Madeleine se trouve à 210 km de la Gaspésie, à 1300 km à vol d'oiseau de Montréal, et sa superficie représente 202 km². Il est constitué de 12 îles. 6 d'entre elles sont reliées par des cordons dunaires. Nous sommes tout au nord, dans l'œil de l'hameçon. Nous allons maintenant redescendre, donc cap au sud. Aujourd'hui, la forme du relief, sa sculpture est le résultat de l'érosion. L'eau, les courants, le vent, le gel, le dégel dessinent des paysages extraordinaires, comme ici à l'île de la Grande Entrée, ces falaises de grès rouge dérivées du sable dunaire. L'île de la Grande Entrée est la capitale du homard. La pêche commence au printemps et s'achève pendant l'été. C'est une pêche extrêmement réglementée par les mandelinos eux-mêmes qui tiennent absolument à préserver cette richesse naturelle. Ici, à Old Harry, il y a un tout petit port de pêche, bien protégé du vent, qui tente de résister à la banquise qui approche. L'archipel de la Madeleine est compris dans la zone de la forêt boréale coniférienne. La végétation est donc apparentée à celle du Grand Bois du Nord. S'il y a autant de conifères ici, c'est parce que leurs feuilles, leurs aiguilles, leur permettent de lutter efficacement contre l'assèchement du froid hivernal. Alors ne vous trompez pas, ce sont bien des résineux, des épinettes adultes. Elles ont environ une trentaine d'années, d'ailleurs elles portent des fruits. Et ici, elles doivent lutter encore contre deux agressions, le vent et le sel qu'ils transportent. Cette plante vit dans les marais. On l'appelle chez nous massette, ici quenouille. Elle est très importante pour les madelinos, surtout autrefois, tout simplement parce qu'elle est comestible. On cuit son rhizome comme la pomme de terre, on en fait de la farine. Les bourgeons dormants sont excellents, cuits à la vapeur. Les jeunes plantes sont consommées cuites ou crues. Le pollen des fleurs mâles qui se tiennent au sommet de la tige est consommé tel quel, en farine. L'épi jeune est traité comme le maïs. Mais ce n'est pas tout. Plus tard, avec son duvet, on peut bourrer des oreillers. Et en cas d'urgence, l'hiver, il peut aider le campeur à lutter contre le froid, à condition qu'il embourre son sac de couchage ou ses vêtements. Hélène, les îles rocheuses sont reliées entre elles par des ponts de sable. Est-ce qu'ils ont toujours existé? Non, les dunes de sable se construisent et continuent de se construire toujours. Peut-être qu'elles ont quelques millénaires, là, mais ça n'a pas toujours été. On a connu les îles toutes séparées. Tout l'archipel était une série d'îles. Nous sommes donc dans un milieu fragile qui est menacé par le piétinement et par le passage des automobiles. Oui, c'est des milieux très délicats qui ont de la difficulté à se construire. Puis si, par la fréquentation ou une mauvaise utilisation, on détruit, mais ça devient très difficile
de colmater les brèches ou les blessures qu'on peut faire dans ce milieu-là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut planifier la fréquentation, puis il faut conserver des endroits intacts à la circulation pratiquement. En ce moment, on marche sur un sable très très dur. Il est compact, il est gelé. La nature a fait son travail. Je connais quelqu'un, et toi aussi, qui sait ficher que ça pour l'éternité. C'est pas un magicien, mais ça lui ressemble. On voit le vent qui pousse le sable, et ça donne des formes fragiles, éphémères. Je crois que tu as trouvé une solution pour les rendre éternels. Pour figer le sable, éternellement. Exact. C'est une sorte de colle, de résine. Cette résine permet de garder la couleur et la texture du sable, comme si vraiment c'était le sable à son état naturel. Mais comme vous voyez, c'est dur comme de la roche. La couleur n'est pas altérée du tout, là. D'ailleurs, toutes les couleurs que vous voyez ici, partout sur tous les objets, ce sont tous des sables naturels. Il y a des sables gris, jaunes. Il y a beaucoup de sable qu'on trouve en bas des falaises. Soit c'est une falaise érodée, parce que vous avez pu voir à certains endroits qu'on a des falaises qui sont assez colorées, là. Il y a des roches là-dedans qu'on appelle des sandstones, qui ont certaines couleurs, vert, armoise, vieux rose, etc., rouge. Alors, en effritant ces rochers-là, soit naturellement ou qu'on le fait nous-mêmes, ça donne ces teintes de sable-là, vous voyez. Le sable, c'est de la silice. Ah oui. Ici, elle est pratiquement pure. Et Oui. qu'est-ce qu'on fait avec de la silice? Du verre. Pour faire du verre, ça prend du sable et beaucoup de chaleur. Un peu de chaud, un peu de soude, des fondants, mais beaucoup de chaleur. J'ai beaucoup de choses que je prends directement dans l'océan pour faire mes pièces, même comme les étoiles, les astéries. J'ai aussi la méduse qui est un peu mon étendard. Et enfin, il y a plein de choses autour qui je dirais comme forme, surtout, qui m'inspirent et qui m'aident à faire les pièces que je fais. Tu te promènes sur la grève souvent pour trouver justement cette inspiration, des sujets nouveaux? Oui, beaucoup. On y va en famille avec les enfants et on ramasse un peu tout ce qu'on trouve. Et c'est vraiment un endroit où il y a énormément de choses qui se passent. Il y a un paysage qui change assez continuellement, d'une journée à l'autre. Et surtout après les tempêtes, il y a beaucoup de choses qui sont ramenées par la mer. Alors à ce moment-là, on trouve des dollars de sable ou beaucoup de coquillages à partir desquels je travaille. À côté des épinettes rabougrées, nous sommes des géants. C'est un embryon de forêt, ça, finalement. Mais ailleurs, sur l'île, il y a des forêts de grandes épinettes. On va s'y promener. Dans un milieu insulaire, peuplé et de faible superficie, l'eau douce, ça vaut de l'or. Eh bien, figurez-vous que les arbres participent à son captage. C'est très simple. L'été, quand il pleut fort, ils ralentissent leur ruissellement et lui permettent de s'infiltrer dans le sol afin de rejoindre la nappe phréatique. L'hiver, ils retiennent la neige. Et comme dans le bois, il fait moins froid, au moindre redout, cette neige fond lentement, suit le chemin des racines et vient à son tour alimenter la nappe. C'est ce qui fait qu'ici, aux îles de la Madeleine, les Madelinots considèrent leur forêt comme une véritable richesse. Il suffit de regarder le paysage et de vivre quelques jours aux îles de la Madeleine pour se rendre compte que le métier de pêcheur n'est pas simple. Leurs bateaux sont des coquilles de noix. Et dès que l'océan est libre,
Ils sortent par n'importe quel temps, presque tous les jours. Ils ne connaissent pas la monotonie. À chaque jour sa surprise, à chaque jour son combat, le vent, les courants, la houle, les hauts fonds rocheux, les bancs de sable, les remous au pied des falaises, les tempêtes sont autant de dangers. Ce qui caractérise l'habitat aux îles de la Madeleine, c'est d'abord sa dispersion. Avec du recul, j'ai l'impression que les maisons saupoudrent le paysage. L'image est d'autant plus forte que la nature est dénudée. La population, autrefois, ne manquait pas d'espace et elle en a largement profité. Il serait d'ailleurs dommage, aujourd'hui, de boucher les trous, car cela modifierait totalement le paysage traditionnel de l'archipel. Lorsque l'hiver est long et rigoureux, il faut néanmoins continuer à se nourrir. Certains animaux ont trouvé la solution, ils s'endorment, ils s'engourdissent. Les hommes ne peuvent pas en faire autant. Cela posait un réel problème aux premiers arrivants. Ils avaient seulement ce qu'ils avaient à bord, là, des bateaux, puis ça devait pas être grand-chose non plus. Ils ont mangé de la morue, ils avaient dû amener une coupe de patates. Là, ils ont mangé de la morue, puis des patates. Puis c'est ça, encore de la morue. Puis ils ont fait saler de la morue, parce qu'ils étaient assez prévoyants quand même. Ils ont fait saler de la morue, puis là, ils en ont mangé, puis en remangé. Puis c'est ça, c'était la base de leur nourriture, quoi. Puis quand arrivait le mois de mars, c'était vraiment c'était la fête, quoi. C'était la viande fraîche qui arrivait sur les glaces, directement à la portée de la main, devant la porte. Fait que c'est devenu quand même la tradition de manger de la morue, des patates, puis du loup marin au mois de mars. Est-ce qu'il y a une gastronomie propre aux îles de la Madeleine? La gastronomie elle est attachée mais quand même à la pêche. Mais ici, j'utilise uniquement les produits à 90%, c'est uniquement les produits des îles. Là, je parle comme du printemps à l'automne, parce qu'après, quand l'hiver arrive, c'est l'enfer, l'enfer du bateau. Fait que le bateau, lui, qui arrive ou qui n'arrive pas, les jours de tempête, il ne rentre pas le bateau. Il arrive, au lieu du dimanche, il arrive le mercredi. Fait que l'état des légumes, c'est un peu difficile. Nous sommes arrivés au Barbet de l'Hameçon. À l'extrémité de l'île du Havre-Aubert, la route se prolonge par un mince ruban de sable et de gravier avec de l'eau de chaque côté. D'où son nom, la Grave. Des maisons recouvertes de bardeaux de cèdre forment un étroit corridor. Cet ensemble serré de maisons d'habitation, d'entrepôts, de magasins témoigne de l'activité fébrile qui y régnait. C'était l'époque de la pêche à la morue, c'était l'époque des pionniers, en tout cas du début de la pêche artisanale. J'ai fait une chanson il y a très longtemps qui parlait de quitter son île. Je ne parlais pas des îles de la Madeleine, mais je parlais d'une île dans ma tête. Mais il y a des Madelinots qui quittent leur île et qui vont vivre à Montréal parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail ici. Et eux venaient me voir et ils me disaient que ma chanson leur parlait au cœur, les faisait pleurer. Et ils m'ont parlé des îles, et souvent et longtemps. Et j'ai eu de plus en plus le goût de venir ici. Et un jour, bon, j'ai pris un peu d'argent, j'ai pris un billet d'avion et je suis venu. C'est un endroit qui est très, très bien pour la méditation. Tu trouves pas? Tout à fait. Des endroits extraordinaires pour s'asseoir. C'est toujours vaste et vide. Et c'est merveilleux pour se reposer la tête. Quand on y vient l'été, les Madelinots nous disent c'est l'hiver qu'il faut venir aux îles. Parce que c'est l'hiver où c'est vraiment très beau. D'abord pour voir les blanchons, les phoques et tout, mais surtout pour voir, à vrai dire, pour voir les îles l'hiver. Je crois qu'il t'aime d'amour, Michel. On va voir. On va voir s'il m'aime d'amour. On va voir. Si t'arraches un morceau de main, alors... Je comprends pourquoi ils n'ont pas froid sur la banquise. Oui. Ils ont
ont tous de graisse de 5 cm et puis alors une fourrure C'est chaud, extraordinaire. Oui. Tu vois, on croit que c'est le silence sur la banquise. Et on arrive dans les crèches de bébés phoques ou de blanchons. Et puis alors là, il y a beaucoup de bruit. Là, il y a la femelle aux artérées. Ce sont les loups marins, mais c'est comme ça qu'on les appelle ici. Ce sont en fait les phoques du Groenland. C'est ça. Là, on arrive près d'une nurserie. Oui, c'est carrément la garderie ici. C'est la crèche. Avec de belles femelles. Là. Elles ont rejoint les blanchons quand on est arrivé. Eh oui. Tu sais qu'elles ne mangent pas pendant qu'elles allaitent, hein? Eh oui. Elles sont à la diète, elles nourrissent le petit. Et nourrissent leur petit à du lait qui fait 70% matière grasse. En plus, c'est assez étonnant. Et il grossit de 2 kg à 2,5 kg par jour, lui, pendant ce temps-là. Alors, les phoques du Groenland arrivent ici un tout petit peu avant la banquise. Elles la devancent et dès que la banquise s'est formée, hop, paf, elles montent dessus. Quand elles arrivent, elles s'installent, elles font leur petit, ça dure 1 minute, pas plus, l'accouchement. Il faut faire très très vite. Ah ouais. Et puis alors après, dès que le jeune est né, elles se mettent museau contre museau, c'est-à-dire le museau de la mère contre le museau du bébé. Ça dure environ une demi-heure. Et ça, c'est absolument indispensable. C'est la carte de visite. Après, elle le reconnaît partout. Ah, il y en a une qui sort, on voit la tête. Elle fait le bouchon, là, regarde. Je sais pas comment ils elles arrivent font leur à petit. faire leur trou. Bah, c'est des trous qui existent déjà. Déjà. Elles ne font que les entretenir, en fait. Ça doit être quand il y a des petites ouvertures d'eau. Voilà, c'est ça. Alors, elles entretiennent le trou. La glace se forme tout autour. Et du coup, elles peuvent passer facilement. Elle est encore toute mouillée, la rive. Alors, elles passent d'autant plus facilement qu'elles perdent énormément de poids pendant qu'elles allaitent leur petit. Je vais y aller très doucement parce que j'ai vu tout de suite qu'il avait beaucoup de personnalité, ce jeune phoque. Et il n'aime pas qu'on le touche. Normalement... Allez, je te taquine juste un petit peu, c'est pour la caméra. Elle a une attitude d'intimidation, elle nous repousse, elle a bien raison. Elle n'est pas très heureuse de nous voir. Mais normalement, ils ne sont pas très agressifs. Ils vont faire des petits gestes pour nous faire peur, mais après, ils n'approchent pas trop. Elle chante, regarde, le blanchon est en train de téter là-bas. Alors voilà le trou, dis donc, c'est dingue, elle passe par là. Saint-Michel, il faut regarder par les trous tout à l'heure, parce Oui. qu'on les voit passer. Dessous. C'est absolument extraordinaire. On regarde, l'eau est glauque, on ne voit rien, c'est noir, et tout d'un coup, on voit passer un phoque à 20 mètres, tout illuminé. Parce qu'il y a énormément de lumière qui passe à travers la glace. Et là, on se rend compte qu'on est par 200 mètres de fond ici. Et qu'il y a du monde sous la banquise. Il y a du monde sous la banquise. Parce que là, en fait, les femelles sont parties, là. Il reste surtout des blanchons tout seuls, là, sur la glace. Ouais. Ben, ici, il y a maman et fiston. Mais... Quand ils naissent, ils pèsent environ 7 kilos, c'est ça? Oui, je crois. Ils sont tout jeunes parce que la mise à bas est commencée depuis le 1er mars. Tu vois, il n'y a pas un petit phoque qui a plus d'une semaine. Là. Et en 15 jours, ils font 30 à 45 kilos. Déjà? C'est incroyable. C'est incroyable, oui. Et à partir de là, terminé, elle ne le laisse plus téter. Elle en a donné, elle a déjà donné. Et pour le sevrage, elle l'abandonne carrément. Hein. Elle le laisse tout seul sur la glace, alors lui, il gueule toute la journée. Le lendemain encore, pendant 2 jours, il appelle, elle ne vient pas, alors il est obligé, pour aller se nourrir, de plonger. Il plonge, il saute à l'eau. Voilà, il saute à l'eau. C'est sévère. C'est très sévère. Elle dit, n'approche pas, je vais te foncer dessus. Elles ont une selle dessinée sur le dos. Et elles sont un peu plus pâles sur les flancs que le mâle. Mais il n'y a pas grande différence au niveau des couleurs. Ah non, je crois qu'il n'y en a pas une qui a la même tache. Hein. C'est assez varié. Et où ils sont les mâles? Les mâles sont en groupe normalement. On les trouve, ils sont 7, 8, 9, 10 ensemble. Et ils attendent que les femelles aient fini avec les petits pour leur sauter dessus. C'est comme ça que ça se passe chez les phoques. Alors c'est vrai qu'il ressemble à un bébé emmailloté de blanc. C'est vrai qu'il a les proportions d'un bébé d'homme.
c'est vrai. C'est pour ça que ça nous émeut. Ah oui, c'est très émouvant avec ces grands yeux noirs. On dit pas bébé serpent, on dit pas bébé rat, parce que ça... Hein, c'est vrai, on dit bébé. Mais par contre, tout ce qui nous ressemble, paf, pas de problème, on ramène ça chez nous. Du coup, ça nous sensibilise. On fait de la sensiblerie. On fait de la sensiblerie, oui. Ouais. Remarque, c'est quand même très joli. C'est très joli, et puis on peut aussi se passer de leur fourrure pour se protéger, nous, du froid. Ils sont bien mieux comme ça. Leurs grands yeux noirs sont aussi très marqués. Ils sont faits tous les matins. Ah, ils ont rimé, carrément. Hein. Et quand il larmoie comme ça, c'est pas en fait parce qu'il a peur et qu'il s'effondre de trouille devant nous, hein. C'est parce qu'ils ont besoin de larmoyer. C'est une protection naturelle au froid, à l'hiver sec. Pour lui, c'est indispensable. Il n'a pas très peur, lui. Non, il n'a pas l'air d'être épouvanté. Hein. Il a l'habitude. Ils sont très nombreux aujourd'hui, ces phoques, sur la banquise. Ah oui, il y en a 4 millions. Ouais, environ, c'est ça. 4 millions, ouais. Et ils se nourrissent de poissons. Ils en bouffent. Et en particulier de morues. Ouais. Du coup, la morue, comme il y a 4 millions de phoques et que chaque phoque mange environ 1200 kg à 1500 kg de morue par année. De morue par année. Moralité, les bancs de morue sont en train de s'éteindre aussi. Par contre, les phoques vont très bien. Et les phoques se portent bien, ils digèrent tranquillement, les deux mains croisées sur le ventre. Remarque, ça nous donne la belle chance de venir sur... Ah, bon voilà. Tu vois, il a du caractère. Hein. Ah ouais. Là, c'est bien. Lui, il se défendra. Ouais. Un peu plus vieux que les autres. Je crois que c'est au bout d'une vingtaine de jours, 20-25 jours, le pelage ils perdent complètement le pelage blanc, ils deviennent gris à ce moment-là. Ça y est, il a calé la tête entre les deux blocs de neige. Là. Tranquille, il attend là. Ah, c'est extraordinaire. C'est grandiose ça. Voilà, son petit blanchon, il est juste à côté. Hein. C'est le début du monde là. Ça n'a pas changé ici. Hein. Ouais. C'est pareil, comme il y a 2 millions d'années, c'est pareil.